Diara. Espace TV, le 22h. Hé, le son, le son. Merci de regarder Espace TV pour vous informer. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h. Voici tout de suite les titres qui concentrent l'actualité de ce vendredi. Les nouveaux ministres commencent à prendre fonction après leur nomination au sein de l'équipe gouvernementale. Deux passations ont eu lieu ce vendredi, notamment au ministère des Travaux publics et aux Affaires étrangères. Partout, les ministres entrants promettent de relever les défis du moment. Et puis la création d'un cadre permanent de dialogue en Guinée suscite des réactions interrogées. Des acteurs sociopolitiques ont des avis partagés sur la question, alors que la Guinée est plongée dans une crise sociopolitique sans précédent. Enfin, rendez-vous avec la rubrique culture pour les dernières infos culturelles dans ce 22h. Les nouveaux ministres commencent à prendre fonction après leur nomination au sein de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Moustapha Naïté a passé ce vendredi le témoin à Kadiatou Emeli Djabi à la tête du ministère des Travaux publics. La cérémonie s'est déroulée sous la coordination du ministre secrétaire général à la présidence de la République. Compte rendu de cette passation de service avec Mamadou Kalisso, Abokorea Kourouma. Le temps est venu pour moi de vous laisser entre les mains de Madame la ministre. Je finirai sur cette citation de Jean de la Bruyère. Il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. La reconnaissance, Moustapha Naïté l'a exprimée à l'endroit de l'ensemble de ses collaborateurs et au chef de l'État. Durant les 2 ans et demi passés à la tête du département des travaux publics, il s'est battu pour le rajeunissement du personnel qui était très vieillissant à sa prise de fonction. Son équipe s'est battue aussi pour déployer des jeunes ingénieurs dans les différents chantiers pour des stages pratiques. À son actif, plus de 800 km de route en cours de réalisation à travers le pays. Il reconnaît néanmoins que le chemin reste encore long. Il ne s'agit pas non plus, ici, de dire que la lettre de mission a été intégralement respectée. Non, ce n'est pas possible, ce serait pure démagogie. Mais je pense sincèrement que grâce à votre mobilisation, votre travail ardu et votre entière disponibilité, l'opinion publique se rend désormais compte de l'immensité de ce qui se fait dans ce secteur. Je sais que pour certains, j'ai été un peu trop loin dans la collaboration en vous faisant travailler, même les week-ends, la nuit, sous la pluie et sous pression permanente. Dites-vous que c'était pour la bonne cause. Pour la bonne cause et le principe de continuité qui régit l'administration, la nouvelle ministre remercie son prédécesseur pour le travail abattu. Elle tend la main au cadre du département. Grâce à Dieu Tout-Puissant, encore une fois, Monsieur le ministre, vous nous avez légué des acquis concrets et certains sur lesquels nous allons travailler pour les consolider, pour développer le secteur du transport en Guinée. Maintenant, je voudrais m'adresser à tous mes collègues de ce ministère. Je suis fier de me joindre à votre équipe. Et je dis bien votre équipe. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, qui a présidé la cérémonie, est revenu sur l'entretien des infrastructures existantes. Il insiste sur la qualité des travaux en cours. Moustapha Naïté qui passe donc le témoin à Dame Kadiatou Emeli Djabi. Au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré a cédé sa place à Ibrahima Khalil Kaba. Ce même vendredi, le ministre sortant s'est revenu sur le bilan de la gestion alors que le promis décide de s'inscrire dans la logique de la continuité de son prédécesseur pour rendre la diplomatie guinéenne au service de l'émergence. Idrissa Bari, Tierno Sadouba. Durant les 3 ans et demi de sa gestion comme ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré a œuvré à redonner à la diplomatie guinéenne sa lettre de noblesse sur le plan international. C'est là à travers la présidence tournante de l'Union africaine par la Guinée, mais aussi l'organisation de la conférence diplomatique à Conakry pour apporter des réformes nécessaires en vue de disposer d'un appareil diplomatique performant.
C'est le cas notamment de l'amélioration des conditions de travail et de vie des diplomates guinéens à l'étranger. Le département s'est fortement engagé en faveur de nos compatriotes à l'étranger, à travers notamment l'organisation de la première édition du Forum de la Diaspora en 2018 et la mise en place de 38 conseils de Guinéens à l'étranger, et ce, dans la perspective de l'élection prochaine du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Toujours dans son bilan, Mamadi Touré est revenu sur plusieurs accords signés avec des pays sur des exonérations de visa avec la Guinée. Malgré tout, les défis restent énormes et c'est le ministre entrant Ibrahim Khalil Kaba qui aura la charge de poursuivre les réformes de la diplomatie guinéenne et en premier lieu, la mise en œuvre des recommandations de la conférence diplomatique. Je viens dans ce ministère avec un esprit confiant. D'abord, la confiance en votre engagement, mesdames et messieurs les cadres. Ensuite, la confiance en votre capacité à mettre en œuvre les conclusions et recommandations de la conférence diplomatique lors de laquelle vous avez, sans complaisance, révélé les maux qui minent notre diplomatie et proposé des solutions pour la rendre plus performante et à la hauteur des ambitions du pays. Ce chantier ambitieux de transformation de la fonction et de la carrière diplomatique pour une diplomatie au service du développement se traduira par la poursuite et l'approfondissement des réformes dans le dialogue et la confiance. En particulier, et j'ai compris le message, le respect de la carrière diplomatique et consulaire. Dr Ibrahim Khalil Kaba prend fonction alors que la Guinée vient d'accéder cette année à la présidence du groupe des 77 plus la Chine, une organisation intergouvernementale au sein du système des Nations Unies. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à la cérémonie de passation dans ces deux ministères, notamment le ministère des Travaux publics et celui des Affaires étrangères. De son côté, Papakoli Kourouma a été reconduit à la tête du département de l'assainissement et de l'hydraulique. Une chance pour lui de continuer les chantiers ouverts principalement dans l'assainissement et la fourniture d'eau potable à la population. Les cadres de son ministère et les directions stratégiques s'engagent à doubler d'efforts pour obtenir plus de résultats. Explication, Mamadou Sadio Baldi. Merci à Monsieur le Président de la République pour m'avoir renouvelé sa confiance. Comment mériter davantage la confiance du chef de l'État et surtout améliorer le cadre de vie des citoyens et de les permettre d'accéder à l'eau potable, s'interroge Papakoli Kourouma. Les réponses sont avec ses collaborateurs comme l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. L'assainissement n'est pas comme les autres services, mais c'est un service que je peux comparer au ventre qui a besoin toujours d'être rempli. Nous serons, côté du ministre, de notre ministre, l'appuyer et faire le maximum de nous-mêmes pour que ce département-là ait une très bonne image à travers les actes que nous allons poser sur le terrain. Pour sa part, la Société des eaux de Guinée promet d'être l'architecte et l'ouvrier du département de l'assainissement et de l'hydraulique. Nous avons été, nous sommes et nous serons également les ouvriers de la mise en œuvre des exigences liées à cet engagement. La République de Guinée abrite la source, pour ne pas dire le robinet des grands fleuves transfrontaliers au niveau de l'Afrique de l'Ouest, souligne le coordinateur de la structure locale de l'autorité du bassin du Niger. La protection du système hydroécologique des bassins transfrontaliers est une priorité avant de s'engager dans l'hydrodiplomatie, précise-t-il. Qui consiste à préserver les têtes de source des grands fleuves qui sont chez nous, et cela peut profiter à notre pays pour ceux qui connaissent l'importance d'un barrage qui est programmé pour être réalisé au niveau de la Guinée, dans la portion guinéenne du bassin du Niger, à savoir le barrage de Fomi. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. C'est un secret de polichinelle. La Guinée est plongée dans une crise sociopolitique entraînant une rupture de dialogue entre les acteurs politiques. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, à travers un décret, a annoncé la création d'un cadre permanent de dialogue en Guinée. Alors, comment réagissent des acteurs sociopolitiques sur la création de ce cadre permanent de dialogue, qui d'ailleurs sera dirigé par le Premier ministre? Élément de réponse dans ce reportage signé Malik Sandiana Kamara, Yakoba Traoré. Le Premier ministre est garant du dialogue socio-politique en Guinée. Cette prérogative est prévue par la Constitution.
Le décret du président de la République créant un cadre permanent de dialogue ne fait que renforcer cet élan, se réjouit le chef de file de l'opposition. Créer un autre secrétaire permanent, je crois que c'est pour donner encore plus pour que les choses soient expéditives. En Guinée, les crises sont permanentes depuis des années. Elles sont entre autres d'ordre social et politique. Avec la création de cette plateforme de dialogue, les problèmes identifiés pourraient trouver des solutions. C'est une opportunité pour tout un acteur politique et public pour qu'on ait un cadre de concertation permanent qui pourrait vraiment faciliter la tâche au gouvernement et à l'opposition ainsi qu'à tous les acteurs de la société civile pour qu'on puisse décoller maintenant. Il faut identifier les problèmes, les réclamations parce que chaque acteur politique, chaque acteur, chaque force vive entre dans le cadre de dialogue avec une réclamation. Donc de bonne foi, il faut savoir prendre en compte les réclamations de chaque organisation, de chaque mouvement politique, de chaque parti politique, donc des différentes parties prenantes. Alors lorsque ces réclamations sont prises en compte, il faudrait s'atteler à mettre des actions, des initiatives en place allant vers la résolution et puisqu'on a tout de suite parlé de franchise, il faut qu'on se dise concrètement qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible lors du dialogue. Le cadre devrait être inclusif, prenant en compte les différentes préoccupations des parties prenantes. En ce qui concerne les détenus politiques, et donc trouver les voies et moyens de permettre à ces personnes de pouvoir recouvrer leur liberté. Tout cela, ça permettra de créer un autre climat de sérénité et de montrer que de part et d'autre, le dialogue indispensable pour assurer la stabilité du pays. Ce cadre permanent de dialogue politique et social a un mandat d'1 an. La création d'un environnement de paix sociale et durable sur l'ensemble du territoire national est sa priorité. Après la sphère politique, intéressons-nous à présent aux préoccupations des citoyens dans la société. Le loyer est devenu un véritable casse-tête à Conakry. Au-delà de la cherté des prix, il y a des propriétaires de maisons qui réclament 1 an d'avance ou plus. Ce vendredi, notre équipe de reportage s'est intéressée au sujet. Les différents acteurs dénoncent une non-réglementation du secteur. Ils préconisent la construction des logements sociaux et le vote de lois allant dans le contrôle et l'exécution de leurs activités. Alseni Bari, Alseni Kamara nous signe ce reportage. Conakry et le problème de loyer. Une maison d'une chambre et un salon peut coûter 1 million ou 2 millions de francs guinéens avec plusieurs mois d'avance en fonction du propriétaire. Bien construit, parfois des simples taudis, trouver une maison relève d'un parcours de combattant. L'ethnie, la religion, le statut de marié ou célibataire entrent en ligne de compte. Avant que vous m'appeliez, j'étais à Fola Madina, j'étais parti pour la location d'une villa. Mais la personne était venue parce que la villa demandait 2 millions et 3 mois d'avance, plus les frais d'avance qui est égal à 1 mois. Et la personne, malheureusement, elle n'a pas pu avoir la maison tout simplement parce qu'il ne répondait pas aux critères du propriétaire qui demandait que la personne soit du même ethnie que lui. Et malheureusement, on était mal barré, on s'est retourné. Âgé de 22 ans, Alpha Kabine fait la 3e année économie à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Il gère une plateforme dénommée Méloger qui évolue en agence immobilière. Pour lui, l'augmentation du prix de la location n'est pas la faute des démarcheurs, mais plutôt des propriétaires de maisons. Les prix, franchement, ce n'est pas nous qui les augmentons, mais les proprios. Par contre, nous aidons les gens à négocier. Même quand un prix est trop, on dit toujours allons-y, on va négocier. Peut-être ta chance, on peut s'arranger, se comprendre avec lui. Pour réglementer le secteur immobilier, Tidjane Diallo, qui s'est longtemps battu contre le loyer cher, préconise une loi pour encadrer le loyer en Guinée et la construction des logements sociaux, entre autres. Ce qu'il faut radicalement faire, c'est d'aller vers une banque de l'habitat dans un premier temps. Secondo, essayer de professionnaliser par exemple les promoteurs immobiliers. Dans les autres pays par exemple, ils payent des taxes à l'État. Ici, les gars qui sont là peuvent payer les taxes à l'État. Donc ce qu'on appelle des marcheurs, il faut les professionnaliser. Pour le moment, l'État guinéen démolit plus qu'il ne construit. Kaporouray ou dernièrement Kenende et Kendiadi en sont des parfaites illustrations.
Comme quoi, le secteur immobilier guinéen a besoin de réformes pour le bonheur des populations. Un citoyen se dit victime des agents délégués pour le marquage des maisons à démolir au compte de l'opération de déguerpissement des emprises de route entamée par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Alassane Camara, c'est son nom, dit avoir tous les documents légaux délivrés par le département. Dans cette inquiétude, la responsable de l'habitat de Matoto promet de s'investir pour que justice soit rendue dans cette affaire. Explication Bernard Koundouno, Ibrahima Souri Kamara. Il s'agit d'un terrain situé à quelques mètres de la route Le Niger, précisément au quartier d'Abondi dans la commune de Matoto. Alassane Camara, c'est le nom du propriétaire de cette maison en chantier qui a reçu la visite des agents marqueurs du ministère de l'Habitat. Dans cette opération de déguerpissement des emprises des routes de la capitale, son chantier a été identifié par les agents. Une situation qui inquiète ce jeune homme qui dit avoir détenu tous les documents du ministère l'autorisant à réaliser son projet sur ce domaine. Il y a un bureau qu'on appelle Wari, c'est eux qui sont venus faire la délimitation. Et de là, ils nous ont dit qu'il faut ça pour délivrer le permis de construction. Maintenant, on a le permis de construction, on est en plein travaux, on est presque au niveau du DAL qu'on devait faire la semaine prochaine. Maintenant, ils viennent nous surprendre avec ça. Le concerné dit avoir travaillé dur en Europe pour venir investir dans son pays. Alassane Camara dit être déçu de voir cet investissement détruit. C'est pourquoi il invite les autorités à revoir cette façon d'agir. Je trouve anormal quelqu'un qui se cherche, qui investit sur quelque chose, ayant des documents légaux venus du gouvernement même, et venir détruire ça en un clin d'œil. Je ne sais pas sur quoi il se base, mais je trouve pas ça sérieux. Dans cette inquiétude, Alassane Camara s'est rendu à la direction communale de l'habitat de Matoto avec tous ses documents. Après toute vérification, la directrice a promis de remonter cette information aux autorités compétentes. Des fois, on délivre des permis et dans le plan d'implantation, les gens ne respectent pas les emprises. Ils débordent. Mais si il se trouve que c'est nous qui avons fait une erreur, on corrigera l'erreur. La directrice invite les citoyens de la commune de Matoto qui se trouvent dans une telle situation à contacter leurs services pour que justice leur soit rendue. Toute personne qui se trouvera dans son droit, nous n'allons pas casser sa maison. Comme ce jeune homme, plusieurs autres Guinéens sont inquiets de cette opération de déguerpissement entreprise par les autorités guinéennes. On poursuit ce journal. Un présumé groupe d'assaillants a fait une irruption dans une famille à Koya dans la nuit du 12 janvier dernier. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs objets ont été emportés par des supposés malfrats. Aussitôt saisie de la situation, une commission d'enquête a été mise en place par la police préfectorale qui a finalement mis le grappin sur certains présumés de la dite arnaque. Ali Badra Kamara et El Haj Alouba ont assisté à la présentation des prévenus. Reportage. C'était au lendemain d'une attaque à main armée dans un domicile dans la préfecture de Koya qu'une victime a fait une déclaration au commissariat central de la localité. Dans sa déclaration, elle dit être menacée de mort par des hommes armés avant de lui retirer tout. Suite à ce cri de cœur, une commission d'enquête a été mise en place par les services de BAC de la préfecture. Ensuite, l'un des complices a été interpellé. Finalement, il dénonce tous ses amis. Le principal acteur et détenteur des armes a pris la fuite selon les agents de la police préfectorale. Voilà, c'est au domicile de Abdoulaye que l'arme là a été retrouvée. Vous voyez, c'est un pistolet automatique de marque américaine. La même personne détient aussi une PMK. Il a ça. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut, comment mettre la main sur l'arme là aussi. Donc ils sont là, ce sont ses amis qui ont confirmé ça, qu'ils détiennent l'arme là et que c'est avec l'arme là qu'ils continuent à opérer. Justement, le père du présumé commanditaire qui fait objet d'une enquête sérieuse des différentes BAC de la préfecture de Koya a passé 2 jours au commissariat central. C'est avec lui ils ont pris l'arme. Dès qu'il a aperçu les hommes en uniforme, il a mis l'arme dans leur baraque et il a pris la fuite et moi je suis interpellé à sa place. J'ai informé tous ses frères pour le chercher afin que je puisse rentrer.
Je suis souffrant. La plupart de ces présumés coupables sont des récidivistes, expliquent les agents en uniforme. En 2019, certains parmi eux ont été interpellés dans cette brigade et déférés à Conakry. C'est des gens qui ont été interpellés ici au courant de 2019 et qui ont été déférés, mais qui se retrouvent encore aujourd'hui dans les quartiers pour terroriser nos citoyens. Il faut rappeler qu'une réunion a été récemment convoquée par les autorités locales suite à l'insécurité qui a repris le poil de la bête à Koya. Rien ne peut nous détourner de cette démarche, c'est l'État qui le veut ainsi. C'est en substance les propos d'Oye Guilavogui faisant allusion aux événements de Macenta où l'impunité est une dure réalité. Le ministre de l'Environnement insiste que la lumière sera faite sur les récents affrontements au bilan macabre dans la dite localité. Il l'a fait savoir lors d'une rencontre à Conakry avec les ressortissants de la localité. Djibrilba Kiernosadouba. Macenta était en ébullition il y a près d'un mois. Les violences intercommunautaires au bilan fâcheux ont choqué plus d'un. À l'occasion d'une rencontre entre Oye Guilavogui et les ressortissants de la localité, ces événements font revivre des réminiscences à ceux-là qui sont venus d'abord l'acclamer pour sa reconduction au sein du département de l'environnement. Rien ne va nous détourner de cette démarche. C'est l'État qui le veut ainsi, c'est le chef de l'État qui le veut ainsi, parce qu'il met fin à l'impunité dans ce pays-là. Les tensions de la localité ont été vives. Cela laissait libre cours à des commentaires après une dizaine de morts. Aujourd'hui, le ministre Oye veut la paix. Les convives ont peut-être compris. Que tout le monde fasse un sacrifice pour l'union de la ville Macenta, qui est la ville sacrée, qui nous appartient à nous tous. Merci. Macenta, voyez! Voyez! Que les Thomas sachent qui ne peut pas chasser les manias à Macenta. Et que les manias sachent également qu'ils ne peuvent pas chasser les Thomas à Macenta. Le chantier de la paix est vaste. C'est un défi à relever selon ces jeunes. Cela doit se faire à tous les niveaux. Le vivre ensemble est obligatoire en Guinée, mais sa réalisation passe inéluctablement par le respect mutuel des uns et des autres. Nous ne pourrons terminer cette allocution sans remercier toutes les personnes de bonne volonté, de près ou de loin, impliquées dans la promotion de la paix sur la base de la vérité historique à Macenta. Nous le suivons et nous le soutenons jour et nuit pour la préservation de la paix à Macenta et aussi pour le développement de la Guinée. Macenta est une ville historique où Thomas et Mania ont longtemps vécu. Les ressortissants invitent donc les uns et les autres à continuer à pacifier cette cohésion dans cette contrée. Sur tout un autre plan, la formation des formateurs des organisations de la société civile a débuté ce jeudi à Conakry. Elle concerne des acteurs sociaux, des cadres de l'administration ainsi que des députés. Mais pour cette première étape, les acteurs de la société civile sont les concernés. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre des renforcements de leurs capacités et la création d'espaces d'échange entre les parlementaires et les citoyens. Le compte-rendu de cette rencontre est signé Dina Bangoura à Bokorea Kourma. Pour cette première journée, ils sont 16 participants qui prennent part à cet atelier de formation des formateurs des organisations de la société civile. Elle porte sur le contrôle démocratique et la transparence budgétaire en République de Guinée. Une initiative de l'Action unie pour le développement intégré en Guinée. L'objectif visé à travers cette rencontre, c'est vraiment chercher à outiller les acteurs de la société civile pour qu'ils puissent vraiment mieux lire le budget. Au cours de cette formation, 6 modules seront développés, notamment la préparation du budget et son exécution. C'est le module introductif qui va permettre de planter le décor par rapport au cadre légal, institutionnel, juridique et réglementaire en matière de la gestion des finances publiques en République de Guinée. Ensuite, nous aborderons ce que c'est que le budget de l'État, c'est quoi la définition, c'est quoi la structure, c'est quoi le contenu, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans le cadre de la préparation du budget. Après, nous aborderons ce que c'est que la loi de finances, parce que souvent les gens confondent budget et loi de finances. Les attentes sont nombreuses chez ces participants.
Ils attendent un changement qualitatif au sortir de cet atelier. Ils sont invités donc à assurer la restitution sur l'échelle nationale. Cette formation aura un impact positif sur nos différentes activités, en ce sens qu'aujourd'hui, la formation des formateurs qui démarre va permettre à nos formateurs, une fois sur le terrain, de relayer ce qu'on a reçu ici, afin que le citoyen soit gardien de l'exécution du budget, c'est-à-dire une dépense publique qui se fait en son nom. Ce projet s'étendra sur une durée de 2 ans et 76 rencontres sont prévues pour cette année 2021. À la veille de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre les maladies tropicales négligées, la société MTN, les autorités guinéennes annoncent plusieurs activités pour combattre le phénomène. Des activités qui vont du renforcement de la capacité à la sensibilisation de la communauté à travers des témoignages de personnes souffrantes. Les informations fournies par le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées sont décryptées ici par Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. Selon le document fourni par le service de communication du Programme national de la lutte contre les maladies tropicales négligées, les MTN sont un ensemble de 20 maladies évitables et curables. Ils affectent 6,6 milliards de personnes dans le monde, parmi lesquelles 40% vivent en Afrique. Ces maladies touchent les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, souvent faiblement informées ou pas sur le phénomène. Ils sont confrontés aux problèmes d'accès à l'eau potable et aux services d'hygiène de qualité. Les MTN sont des maladies qui défigurent et provoquent des handicaps. Elles empêchent la productivité des personnes atteintes, bref, un facteur de pauvreté. En Guinée, ce sont essentiellement 8 NTM qui posent un problème de santé publique. Il s'agit de l'onchocercose, l'éléphantiasis, le cystosomiase, le trachome, le géohelminthiase, la lèpre, l'ulcère de Brûlis et la trypanosomiase humaine-africaine. Cette deuxième journée mondiale est célébrée sous le thème « Vaincre les maladies tropicales négligées » avec pour slogan « Non aux maladies tropicales négligées ». Il vise à rassembler tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, à mutualiser les efforts pour sensibiliser et amener les communautés à agir et soutenir la lutte dans les zones où persistent les MTN. Terminons ce journal par la rubrique culture. Malgré la crise sanitaire, les activités culturelles reprennent vie petit à petit. Sorties d'albums, dîners gala, concerts grand public sont attendus avec impatience. On fait le point avec Balarissa Kouyaté. Bonsoir à tous et merci de suivre avec nous l'actualité culturelle sur le plan national. Cette actualité culturelle commence bien sûr par l'inauguration du chapiteau de Chef Issa qui vous donne rendez-vous le 12 février du côté du chapiteau du Palais du Peuple à partir de 20 h pour un dîner gala. Et comme invité, il y aura Viviane Chidi du Sénégal, Baby Philippe de la Côte d'Ivoire et plein d'autres artistes locaux. Les rentrées sont fixées à 500 000 francs plus canapé, 1 million plus dîner. Le 13 février 2021, Kadia Toulilouma vous donne rendez-vous du côté du Belvédère à partir de 14 h pour la sortie de son album Nafa Guido. Les entrées sont également fixées 40 000 francs le prix simple et 60 000 francs le VIP. Ne vous faites pas compter l'événement, c'est un événement signé Vision Pub Guinée. King Alasco, lui, vous donne rendez-vous. Vous avez attendu la sortie de l'album Alano Wali. King Alasco vous donne rendez-vous le 14 février à partir de 14 h sur l'esplanade du Palais du Peuple pour la sortie de cet album qui devait normalement sortir au mois d'avril dernier. Les entrées sont fixées. Un prix unique à 25 000 francs guinéens seulement que vous pouvez acheter dès maintenant à partir, bien sûr, de l'application Orange Money. Il vous donne rendez-vous à partir de 14 h. Plusieurs artistes sont invités de ce côté. N'hésitez surtout pas, c'est un événement signé Meurlib Prod. Les 5 et 6 mars 2021, Nom Sebo sera du côté de Conakry pour 2 événements. Le 5 mars, elle sera du côté du chapiteau de Chef Issa pour une soirée VIP. Les entrées sont fixées à 500 000 francs guinéens et 1 million de francs guinéens plus dîner. Et le 6 mars, elle vous donne rendez-vous sur l'esplanade du Palais du Peuple pour un concert grand public, un événement à ne
pas rater. Plusieurs artistes sont invités de ce côté. Merci à vous d'avoir suivi toute l'actualité culturelle sur le plan national. À la semaine prochaine pour d'autres infos. Merci à vous, Balarissa Kouyaté. C'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Ce journal a été réalisé par Mamadou Sadio Baldé. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve prochainement pour d'autres éditions d'information. Bonsoir chez vous.